Nous nous trouvons aujourd'hui au centre d'un combat, d'une guerre, celle de l'information. Le problème, c'est que rares sont ceux qui ont la capacité de pouvoir vérifier l'information avec une absolue certitude. Et c'est bien sur cela que repose toute la stratégie de ceux qui gouvernent le monde. Le seul moyen d'avoir une idée concrète de la réalité est de recouper les informations. Et pour cela, il faut avoir l'esprit critique et ouvert, mais également et surtout avoir une soif de vérité. Et c'est là que ça se complique. Nous faisons face à 3 écoles. Il y a 3 cas de figure. Ceux qui croient aveuglément le système et jamais ne le remettent en cause. Ceux qui, à l'inverse, ne croient plus en rien et remettent systématiquement tout en question. Ceux qui font la part des choses et qui remettent en doute ce qui leur semble incohérent ou trompeur sans pour autant tout suspecter. Dans le premier cas, aucune recherche n'est effectuée. Les médias et les politiques sont entendus comme paroles d'évangile. Dans le deuxième cas, des recherches sont effectuées, beaucoup de recherches, partant dans tous les sens sans qu'aucun tri ne soit fait dans le flot d'informations. Dans le troisième cas, la recherche est celle de la vérité, ce qui exige impartialité et objectivité. C'est ce dernier cas, ces gens que l'on nomme lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité et désormais complotistes, qui demandent de loin le plus de travail sur soi et de temps. Ce que nous devons tous comprendre, c'est qu'il n'y aurait pas de manipulé sans manipulateur, et donc pas de complotiste sans comploteur. Une des méthodes les plus sournoises des manipulateurs comploteurs est de noyer l'information dans un flot de désinformation, d'étouffer des vérités dans des myriades de fake news, de créer divers faux complots dans le but d'asphyxier leur véritable et sombre dessein dans la masse. Et par la même occasion, de discréditer les lanceurs d'alerte du troisième cas grâce aux pseudo-complotistes du deuxième cas qui diffuseront largement toutes ces données fallacieuses. Ne tombez dans aucun extrême des premiers et deuxièmes cas, car ils vous enferment dans des schémas de pensée stériles où il ne subsiste que le déni ou la suspicion perpétuelle. Comme disait Paracels, toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Multipliez les sources d'informations, chaque source étant potentiellement polluée. Faites des recoupements, analysez méthodiquement, reconstruisez le puzzle, questionnez votre instinct, votre vécu et votre logique, et faites le tri entre ce qui en ressort probable, peu probable et improbable. Vos certitudes d'aujourd'hui pourront vous paraître aberrantes dans le futur. Et à l'inverse, ce qui actuellement vous semble insensé pourrait très bien s'avérer être la réalité.
Le génie du complotisme. Le complotisme présente 5 caractéristiques majeures qui le distinguent de l'anticomplotisme et qui résument tout son génie. Ces caractéristiques sont autant d'avantages sur l'anticomplotisme qui nous feront comprendre, par contraste, les limites épistémologiques de ce dernier, ses motivations profondes et ses soubassements idéologiques. Notre conclusion sera double. Premièrement, seul le complotisme permet d'appréhender la nature du pouvoir. L'anticomplotisme est une émanation du pouvoir dont la vocation est de le protéger et de lui permettre d'échapper à la compréhension de ceux sur lesquels ce pouvoir s'exerce. Deuxièmement, on ne dialogue pas avec le pouvoir. On s'y soumet ou on le combat. Il s'ensuit, naturellement, que les complotistes n'ont plus à chercher les faveurs des anticomplotistes ou de leurs maîtres, ni à s'excuser de penser hors des sentiers battus ou d'émettre des hypothèses de travail audacieuses. Il est temps pour les complotistes de se montrer offensifs et face à l'idéologie du chaos que le pouvoir incarne et projette sur le monde à travers ses relais médiatiques et institutionnels, de présenter le complotisme comme un remède aux pulsions mortifères de l'hydre mondialiste. Le complotisme est un humanisme. Les 5 avantages du complotisme. Premièrement, avantage méthodologique. Tandis que l'anticomplotiste se contente la plupart du temps d'énoncer la thèse, officielle il s'entend, le complotiste est contraint de travailler, d'approfondir à la fois la thèse et l'antithèse. Ainsi, le complotiste a une connaissance fine de la version officielle et des arguments de la version opposée. Cela le contraint à chercher et à ausculter plus profondément les faits, à les présenter dans un ordre cohérent et à les soumettre à un examen critique poussé. Tandis que l'anticomplotiste n'a qu'à répéter la thèse officielle sans avoir besoin de la justifier, le complotiste est obligé de chercher des preuves solides à l'appui de ses propos et finit par acquérir une connaissance bien plus large que celle de l'anticomplotiste qui a borné son champ d'investigation parce qu'il lui suffit de citer une source prestigieuse pour gagner la bataille du pouvoir médiatique et la considération de ses pairs. Que ce soit, par exemple, pour le 11 septembre ou le réchauffement climatique anthropique, seuls les complotistes appliquent le principe du contradictoire, principe fondamental à la fois pour les journalistes, les historiens et les juges qui devraient examiner méthodiquement et en profondeur les thèses en présence avant de se prononcer sur le fond de l'affaire dont ils s'occupent. L'anticomplotiste ne voit pas l'absurdité de sa position qui consiste à penser que la version officielle est toujours la bonne, comme la raison du plus fort. Ce qui revient à interdire toute alternative, toute contradiction, toute possibilité de remettre en cause la version des faits une fois qu'elle a été estampillée par le sceau officiel et crachée sur les ondes des médias dominants. L'anticomplotiste confine ainsi le réel dans une forme figée pour les siècles des siècles. Il se comporte comme le gardien d'une prison où les faits récalcitrants sont tenus en joue et passés à tabac, loin du regard des foules, tant que leur volonté d'indépendance et de franchise n'a pas été brisée. Il rééduque et torture les faits qui ne suivent pas ses mots d'ordre ou son catéchisme et ne les relâche dans l'arène publique qu'une fois qu'ils ont perdu leur prétention à dire leur part de vérité. Le complotiste libère les faits cadenassés qui retrouvent tout leur sens caché et leur autonomie. Il les rend à l'air libre où se meuvent à leur aise la vérité et le réel. Le complotiste n'ayant pas droit aux arguments d'autorité, par exemple l'invocation d'un prétendu consensus scientifique des experts sur le réchauffement climatique anthropique, et étant soumis au feu permanent des critiques, il lui faut devenir un orfèvre dans son domaine pour pouvoir contrer un adversaire qui se contente de répéter un message univoque et balayer d'un revers de main dédaigneux les arguments qu'on lui adresse. Enfin, le complotiste cherche à donner du sens à ce qui, apparemment, n'en a pas toujours. Il ne se contente pas de laisser l'inexplicable inexpliqué. Si 3 immeubles s'effondrent sur eux-mêmes alors que seulement 2 ont été percutés par des avions, le complotiste essaie de comprendre ce phénomène étrange en convoquant des causes humaines et physiques qui sont dans l'ordre naturel des choses.
Là où l'anticomplotiste à court d'idées et d'arguments finira par se contenter de hausser les épaules, le complotiste ira chercher des causes humaines, des volontés, si les causes physiques, mécanique des corps et mécanique des fluides, ne sont pas suffisantes. De son côté, l'anticomplotiste n'hésitera pas à réinventer les lois de la physique juste pour l'occasion afin de s'interdire de penser au-delà de la thèse officielle. Car s'il devait s'aventurer sur le terrain glissant d'une hypothèse alternative, cela pourrait le conduire à devoir désigner un coupable inattendu, à découvrir un acte humain, voire une entente entre plusieurs personnes conscientes de leurs actes. Ainsi, pour expliquer l'absence de débris d'avion sur le Pentagone ou sur le site de Pennsylvanie en septembre 2001, l'anticomplotiste invoquera la possibilité que les avions se soient gazéifiés, thèse défendue par le très prestigieux journal Le Monde, ajoutant de la sorte quelques règles nouvelles aux lois de la thermodynamique. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit qu'un mensonge volontaire se cache peut-être derrière l'inexplicable. Dans le même ordre d'idées, il en vient à voir, dans les guerres menées par les démocraties occidentales, des événements naturels que ne guide aucune pensée maléfique ni volonté humaine. Pour résumer les avantages méthodologiques de son approche, on peut dire que le complotiste travaille plus que l'anticomplotiste, connaît mieux son sujet et les arguments des parties en présence, ne se repose pas sur des arguments d'autorité pour avancer ses idées et accumule les éléments de preuve pour justifier ses propos et donner du sens aux événements et aux faits qui se déroulent devant lui. Ce sont là des raisons qui expliquent que les anticomplotistes ne répondent presque jamais positivement aux offres de dialogue que leur font les complotistes. Ils savent, en effet, qu'ils finiront généralement déboîtés par les arguments de leurs contradicteurs. Pour justifier un tel refus, ils rangent volontiers leurs adversaires sous l'appellation générique et bien commode du « camp de la haine », mettant ainsi entre eux et les complotistes une sorte de cordon sanitaire émotionnel qu'il serait difficile et dangereux pour tout un chacun de rompre impunément. Cette technique de rhétorique de disqualification utilisée à l'encontre du complotiste, à laquelle vient généralement s'ajouter des menaces et des injures, est le signe que, sur le terrain de la méthode, le complotiste vient bousculer son adversaire dans ses derniers retranchements lorsque celui-ci est au bord de son propre gouffre intellectuel. Deuxièmement, avantage psychologique. Le complotiste n'a ni d'a priori, ni de tabou. L'impensable est pour lui toujours pensable. Si le complotiste navigue ainsi volontiers, par méthode et par prudence, dans l'ère du soupçon et ne prête sa confiance à quiconque, il traite tout le monde à la même enseigne, les puissants comme les faibles. Il les écoute avec le même degré d'attention, sans chercher à plaire ou à déplaire à leurs susceptibilités respectives. Il veut comprendre et non pas justifier. De son côté, l'anticomplotiste est fermé dans le dogme de l'infaillibilité démocratique, ce qui lui interdit automatiquement tout un champ des possibles. Il est psychologiquement incapable d'imaginer que nos dirigeants démocrates puissent faire le mal intentionnellement. C'est bien cet a priori qui, aux yeux des complotistes, rend les anticomplotistes aveugles à la compréhension d'une part importante de notre monde. Et pour le dire plus clairement, les anticomplotistes sont dans l'incapacité de comprendre la nature et les ressorts du pouvoir. Ils ne voient pas que le pouvoir, ontologiquement, est une physique de la contrainte et une métaphysique de la domination. L'anticomplotiste est tellement engoncé dans cette opinion, qui est pour lui une sorte d'article de foi, qu'il ne pourra jamais concevoir que nos dirigeants puissent, en toute connaissance de cause, premier exemple, empêcher l'utilisation d'un remède peu coûteux et efficace contre un virus, cousin de celui de la grippe, afin de favoriser une solution imaginaire et hypothétique, le vaccin, lors d'une pandémie annoncée et voulue, pandémie qui n'est pas tant le résultat d'une incompétence généralisée de nos commis en charge des affaires de l'État, que d'un chaos organisé par ces derniers comme un jeu de rôle mondialiste planétaire. Deuxième exemple,
s'allier avec des mouvances terroristes islamistes pour faire tomber des régimes laïques en Libye et en Syrie en ayant recours à des actes de terrorisme à grande échelle et en organisant le massacre et le gazage de populations entières tout en accusant le camp adverse d'en être responsable. De telles conclusions iraient au-delà de ses forces psychologiques et l'amèneraient, sans doute, au bord de la crise de nerfs et de l'hystérie. Ainsi, pour l'anticomplotiste, la démocratie occidentale ne peut commettre de crimes puisqu'elle ne peut avoir de mauvaises intentions. Elle ne tue que par dommages collatéraux, jamais volontairement. Par conséquent, on ne peut lui imputer des crimes de masse, seulement des erreurs circonstancielles et contextuelles qui ont eu de tragiques conséquences humaines inattendues. La culpabilité de la démocratie occidentale ne dépasse jamais celle de l'élève qui aurait pu mieux faire. Les anticomplotistes ne voient et n'admettent de complot que chez les terroristes musulmans ou les Russes, les Iraniens ou les Chinois, quand cela arrange leurs affaires et conforte leur représentation du monde binaire, eux contre nous. Là, en général, aucune preuve tangible n'est exigée. Il suffit à l'accusation de désigner les coupables pour remporter la conviction de la foule conformiste des bourgeois cultivés qui ne craignent rien tant que d'admettre des hypothèses et, encore plus, d'avancer des théories qui sortiraient de la vulgate publiée régulièrement dans les gazettes officielles, Le Monde, The Guardian ou encore le New York Times. Troisièmement, avantage conceptuel. Le complotiste offre des outils intellectuels pour appréhender le monde. Il propose des termes, qu'il a ou non construits lui-même, pour désigner des événements, des phénomènes difficiles à cerner ou à concevoir. Mondialisme, atlantisme, empire, opposition contrôlée, état profond, satanisme, nouvel ordre mondial, injonction paradoxale, dogme de l'infaillibilité démocratique, crime médiatique, rhétorique de disqualification, sont autant de concepts-outils permettant de sortir de l'hébétude dans laquelle le complexe médiatico-industriel progressiste nous maintient afin de mieux cerner et comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Le complotiste apprécie la clarté d'un concept là où l'anticomplotiste préfère la confusion, l'absence de sens et de signification ou le sens inversé de l'absurde. Non pas le mystère qui pourrait nous ouvrir la porte d'une transcendance porteuse d'espoir, mais le vide comme explication universelle. L'anticomplotiste ne nous laisse qu'un champ de bataille sémantique chaotique où le néant et l'ambiguïté sont maîtres du réel et de nos neurones. Empêcher la compréhension du réel et l'émergence des concepts explicatifs est sans doute l'un des objectifs du pouvoir pour demeurer le pouvoir et persévérer dans son être. Son credo est de rester insaisissable, impensable et impensé pour n'être point combattu. Un totalitarisme dont on ignorerait l'oppression ne susciterait sans doute pas d'opposition autre que contrôlée. C'est tout le génie de la démocratie représentative, instrument privilégié de l'oligarchie occidentale, que de nous empêcher d'établir clairement des liens de causalité entre des décisions humaines de quelques-uns et la longue chaîne des malheurs des peuples. Quatrièmement, avantage moral. Le complotiste a un avantage moral immense par rapport à l'anticomplotiste parce qu'il doit montrer plus de courage et affronter les difficiles conséquences sociales de ses propos. Tandis que l'anticomplotiste, en bon conformiste adorateur de la normalité sociale, ne fait que relayer et répéter les paroles de l'évangile médiatico-politique qui lui est servi quotidiennement, le complotiste sait qu'il aura contre lui les puissants et la masse des bourgeois cultivés qui peuplent les cercles mondains des multiples socialités auxquelles la vie nous invite tous à participer. Le complotiste prend constamment des risques dans sa vie professionnelle et privée pour simplement émettre des doutes et proposer des explications alternatives. On ne compte plus le nombre de complotistes débarqués de leur poste pour avoir avancé quelques hypothèses dérangeantes sur le 11 septembre, l'implication des démocraties occidentales dans le terrorisme islamique ou la responsabilité du CO2 dans le réchauffement climatique anthropique. Si le courage ne donne pas raison, il a une valeur intrinsèque qui distingue nettement le complotiste du bourgeois cultivé conformiste
qui fait office d'adversaire. Le complotiste ose nommer le mal. Il ose désigner les puissants et les puissances qui sont derrière ces manifestations humaines. Il ne se contente pas, comme les professionnels de la révolte, d'attaquer des abstractions, par exemple le capitalisme. Il confronte des pouvoirs concrets, dont la somme des liens et des alliances fait et révèle le pouvoir dans toute sa puissance et ses nuisances, et nomme les responsables. Pour le 11 septembre, il désignera volontiers le petit groupe de néoconservateurs comme responsable ou au moins complice des attentats. Il en fera le portrait détaillé en égrénant leurs CV et leurs méfaits avérés. Concernant l'hystérie sanitaire mondialiste déclenchée au printemps 2020, il n'hésitera pas à pointer du doigt le rôle de Bill Gates et des dirigeants de l'OMS, de certaines firmes pharmaceutiques, comme Gilead, ou de certains médias, comme BFM TV, dans le déclenchement de cette expérience orwellienne à l'échelle mondiale. L'anticomplotiste, lorsqu'il dénonce, est plutôt dans la délation, puisqu'il désigne à la vindicte médiatique et judiciaire, à la censure et aux poursuites pénales, les lanceurs d'alerte qui n'ont en général que leur plume pour se défendre. L'anticomplotiste utilise volontiers la menace et l'intimidation pour faire taire ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus et rebattus. La rhétorique de disqualification et l'hystérie émotionnelle sont ses outils préférés. Ainsi, tandis que le complotiste dénonce les puissants et se met volontairement dans leur ligne de mire, l'anticomplotiste établit des listes d'opposants isolés à exécuter en place publique sans leur donner la parole. Il y a du Cyrano de Bergerac chez le complotiste. S'il n'a bien évidemment pas toujours raison, il avance empanaché d'indépendance et de franchise et revendique le droit de se tromper. Les complotistes sont à la fois une dissidence et une résistance. Peut-être même les seuls à s'opposer aux expériences orwelliennes que nos démocraties oligarchiques nous imposent de temps à autre pour éprouver leur puissance. Hystérie sanitaire, hystérie réchauffiste, etc. Cinquièmement, avantage prédictif. Ce qui frappe, quand on fait le bilan du complotisme sur les 2 dernières décennies, c'est l'incroyable capacité de celui-ci à avoir raison, à prédire ce qui va advenir. En analysant avec sérieux et pertinence le présent et le passé récent, le complotisme est capable de mieux appréhender les grandes orientations qui se dessinent devant nous que tous les experts réunis en conclave officielle. Sur le 11 septembre, sur la guerre en Irak et en Syrie, sur le réchauffement climatique anthropique, sur le Russia Gate et l'affaire ukrainienne aux États-Unis, sur le Covid-19 et sur tant d'autres sujets scientifiques ou géopolitiques, le complotisme engrange les victoires les unes après les autres. La démonstration de la force prédictive de la pensée complotiste a été particulièrement spectaculaire lors de l'épisode de totalitarisme sanitaire et sécuritaire que nous avons tous vécu au printemps 2020. Au modèle prédictif délirant, souvent informatique, invoqué par les comités scientifiques, mis en place un peu partout en Occident lors de cette drôle de crise sanitaire qui prévoyait l'apocalypse tous les matins du monde, les complotistes ont opposé le bon sens, l'analyse cartésienne, le raisonnement et le sang-froid, et ont pu identifier rapidement des solutions efficaces, pourtant décriées par tous les médias dominants, tombés volontairement dans une hystérie destinée à faire perdre l'entendement collectif. Le complotiste est parvenu à s'extraire du bruit et de la fureur de l'actualité brouillonne et a eu raison sur toute la ligne, de l'analyse du problème à la proposition d'un remède. N'ayant d'a priori à l'égard de personne, le complotiste a écouté toutes les parties en présence et a pu saisir au vol le réel avant qu'il ne soit confisqué et défiguré par les tortionnaires de l'information qui lui ont substitué la peur comme seul vecteur de la représentation du monde. Le complotisme est la grande aventure humaine, intellectuelle et politique de notre siècle. Si nous voulons que l'homme perdure dans ses fondamentaux humains, loin des promesses transhumanistes et technicistes qu'on veut nous imposer sans débat, il est temps d'affirmer ce que nous sommes. Un humanisme.